Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, des centaines d'évacuations des écoles et des lycées fermés à grande échelle. Les pluies records ont fait déborder les rivières, notamment en Bourgogne. Comment expliquer cette météo à l'envers? On fera le point avec Hakim Abdelkadek et Nicolas Châteauneuf sur ce plateau. La crise sociale, la SNCF entre à nouveau dans la grève ce soir. Une grève reconductible. Combien de temps peut-elle durer? Sophie Brune nous répondra. 1 milliard d'euros pour les enseignants. Le gouvernement présente son plan de revalorisation des carrières. Les salaires vont augmenter à tous les échelons. L'annonce d'Anne Hidalgo, Paris va ouvrir un camp de réfugiés. Il accueillera plusieurs centaines de migrants et respectera les normes de l'ONU. Détails et réactions dans un instant. Dans ce journal également, 30 millions d'euros pour changer de nom. ERDF, qui gère le réseau d'électricité, se rebaptise Enedis. Pourquoi un tel coup? C'est l'œil du 20h ce soir. Et puis le dossier de cette édition, elles vous promettent une jeunesse qui dure. Que valent vraiment les nouvelles crèmes anti-rides? Quelle crédibilité accorder aux études qui vantent leur efficacité? Rendez-vous tout à l'heure. Bienvenue à tous. En mai, fais ce qu'il te plaît. Rarement le dicton aura été à ce point contredit. On va faire un point complet dans un instant. D'abord, ces premières images. Voici à quoi ressemblait cet après-midi le département de l'Yonne. Reportage Clément Le Goff, Tristan Lebras. Sur les routes de l'Yonne, la pluie n'a pas cessé de la journée. Nous atteignons l'un des villages les plus sinistrés, Chemilly-sur-Yonne. Ici, impossible de continuer en voiture. Certains habitants sont comme coupés du monde. Vous pouvez nous ouvrir? Ah non, je vous ouvre pas, l'eau va rentrer. Hein. On a bloqué les entrées donc pour pas que l'eau rentre. C'est-à-dire que là vous êtes bloqué dans la maison? Oui. Vous pouvez pas sortir? Non, je vais sortir par la fenêtre sinon. Comment ça se passe là depuis 2 jours pour vous? C'est la catastrophe. Vous pouvez voir, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Nous contournons la maison de Thierry Boisseau. Tout ça vous avez complètement calfeutré? Ouais. Son rez-de-chaussée est inondé depuis plus de 24 heures. Vous avez l'air un peu épuisé. Depuis hier soir, j'éponge. Enfin, j'essaie de trouver des systèmes pour enlever l'eau un maximum. Et Pour lui, peine perdue, d'autant qu'il pleut en continu. Nous reprenons la route plus à l'ouest, direction Charny. On passe ou pas? La rue principale est méconnaissable et l'eau monte, ici aussi. Bonjour madame. Bonjour, Ça va? Oui, ça va. Vous êtes au sec? Oui, pour l'instant, j'espère. Et là ça vous inquiète vous? Ah oui, je suis inquiétée, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites là pour, Je tricote et puis je mets de la musique. Parce que ça vous angoisse de voir l'eau monter? Oui, voilà. Certains passent le temps, d'autres constatent déjà les dégâts. Elle était dans l'eau. Là, j'ai mon soulier, on a fait avec ma fille, on a fait comme on a pu. Je ne sais pas s'il ne va pas être mouillé parce que bon, ça a monté. Je ne sais pas s'il ne sera pas mouillé parce que je n'ai pas l'impression. Si, il est mouillé. Bon, il sera foutu. Des dégâts matériels uniquement, mais dans la commune, une dizaine de maisons a déjà été évacuée. Ça a été évacué. Les autres se protègent comme ils peuvent. Mais c'est inquiétant parce que Regardez la cour, on a partout. J'ai 45 cm dans la cave. Merci à vous. Et des pompes évacuent l'eau en continu depuis ce matin. Si l'eau continue à monter, vous voulez pas quitter la maison? Ah non. Pourquoi? Attendez, c'est notre petite maison qu'on s'est achetée à la retraite, on n'a que ça, nous. Ce soir à Charny, la décrue n'est toujours pas amorcée et dans certaines rues, le niveau de l'eau dépasse les 1 mètre. Plus globalement, plusieurs départements auront connu un mardi chaotique, une prison évacuée, des voies d'autoroute coupées et des milliers d'évacuations. Arnaud Comte, Claire-Marie Denis avec nos équipes sur place. Vu du ciel, c'est un quartier tout entier immergé sous plus d'1 mètre d'eau. Ici, à 60 km de Lille, la rivière s'est installée en quelques heures au pied des habitations, désormais accessibles que par barque. Dans plusieurs régions de France, que ce soit ici à Amiens ou près d'Orléans, les cours d'eau se sont transformés en torrents furieux. Le courant est tel que même le bitume n'a par endroits pas résisté. Près de Dijon, c'est une digue qui a lâché, provoquant en plus des rivières le débordement de plusieurs étangs.
8 départements du pays sont touchés par ces inondations, au centre, au nord, dans l'est et en région parisienne. Et pour ceux qui en sont victimes, le sentiment de subir sans pouvoir se protéger. Ça monte. Voilà, je sais pas. C'est terrible, terrible. Je peux pas en parler longtemps parce que ça me prend la gorge. D'autant que pour certains, l'eau dans la maison, ce n'est pas la première fois. Je suis fatigué de cette situation, j'en ai marre. Ce que je voudrais, c'est partir, tout en même en sachant que la maison est donc invendable. Ces habitants n'ont pas eu le temps de mettre à l'abri leur mobilier. L'eau est montée bien trop vite. Alors là, regardez, tout ce qui est venu, son congélateur qui est tombé, la voiture, la bouteille de gaz, enfin tout ce que vous voyez là, la chaudière qui est fichue. Il y a un dégât considérable. Mon mari il est descendu tout en bas, le sous-sol, jusque là, partout. Incroyable. Près de Dijon, de nombreux véhicules se sont retrouvés piégés, des dégâts essentiellement matériels. Mon salon, mon billard, ma salle de jeu, ma chaufferie, la cave, on n'en parle pas. Vous attendiez à ça? Vous êtes surpris? C'est la première fois que ça arrive? Ouais, la première fois. Ça fait 10 ans que j'habite là, on n'a jamais vu ça. La région parisienne n'est pas épargnée. À Paris, la Seine a débordé par endroits, les quais devenant parfois inaccessibles. Et dans les Yvelines, sur certains parkings, on ne distingue ce soir quasiment plus le toit des voitures. Bonsoir Hakim Abdelkalek, vous êtes près de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Où en est-on ce soir ? Eh bien écoutez David, la réponse, vous l'avez à mes pieds. Cette route était une route, eh bien il s'agit maintenant d'une rivière. La petite rivière qui est à gauche de la barrière, eh bien déborde totalement et la route également est donc devenue une rivière. Et ce soir, les riverains sont inquiets. Ils ont d'ailleurs construit ici une petite digue avec ce qu'ils ont trouvé, des planches de bois avec des portes pour éviter que l'eau n'aille dans la petite ruelle là-bas et aille toucher leurs maisons qui sont derrière. Ce soir, une rivière inquiète particulièrement l'ensemble de la région. Il s'agit du Loing, une rivière dont le débit ne cesse de continuer à s'amplifier. Et demain, peut-être qu'il y aura des améliorations car l'eau, la pluie devrait légèrement baisser, mais elle devrait repartir de plus belle jeudi et vendredi. Merci Hakim. Et nous partons maintenant pour un département placé en alerte rouge. C'est rare, le Loiret. Les pluies n'ont quasiment pas cessé depuis 4 jours sur place. Anne-Claire-Poignard, Jacques Dubose. Dans ce quartier inondé, les pompiers entament une nouvelle ronde. Ici, l'eau est montée très vite. La crue a surpris les habitants dans leur maison. Au bout de cette rue, les pompiers ont localisé 2 personnes en difficulté. Ouais. Là, on va récupérer les gens qui sont chez eux, là, et puis on va les évacuer. À l'intérieur de la maison, un couple est réfugié au 1er étage. Ils sont évacués à bout de bras. Allez, appuyez-vous sur moi. Parfait. Allez-y. Attention, ça va basculer. Soit vous asseyez. Dans ces sacs, ils ont sauvé ce qui pouvait l'être. Partir n'a pas été une décision facile. Vous avez finalement décidé de quitter votre maison? Oui. Convaincu par les pompiers, mais on serait bien resté. C'est difficile. Cette commune près d'Orléans est l'une des plus touchées par les intempéries. Depuis samedi, la pluie tombe sans discontinuer. Le canal qui traverse la ville déborde. Par endroits, l'eau atteint près d'1,80 m. Les habitants sont inquiets. Ça fait mal au cœur, hein. On peut rien faire. Non. On a juste à attendre. On peut rien faire. Et le pire, c'est que ça n'a pas fini de monter, donc c'est... On n'habite pas très loin, donc on surveille. Vous êtes inquiet? Oui. Parce qu'on sait que c'est pas fini, donc... Priorité ce soir pour les pompiers, s'assurer que personne n'est pris au piège dans ces maisons. Les évacuations devraient se poursuivre plusieurs heures encore. Bonsoir Anne-Claire-Poignard, on vous retrouve en direct. Ce sont des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour les prochaines heures.
Absolument, car la situation ici ce soir dans le Loiret reste très compliquée. Vous apercevez derrière moi une rue littéralement coupée en deux par les eaux et la préfecture vient de l'annoncer. Les écoles, les collèges, les lycées du département resteront fermés toute la journée de demain. Pas de cours, pas de transport scolaire non plus en raison du très grand nombre de routes coupées par les inondations. Alors vous savez, dans le Loiret, 200 communes sont actuellement touchées, 700 personnes ont déjà été évacuées et parmi les points noirs qui subsistent ce soir, il y a l'autoroute A10, l'autoroute qui relie Paris à Orléans, l'autoroute sur laquelle 400 personnes sont actuellement bloquées par les inondations, 400 personnes qui attendent d'être évacuées par l'armée. Merci Anne-Claire, on fera peut-être un point d'ici à la fin de ce journal. Autre région touchée en attendant, les Hauts-de-France et en particulier le Pas-de-Calais. Là-bas, la décrue vient à peine de commencer. Marianne Mas, Dominique Mas. Des voitures submergées. Par endroits aujourd'hui, l'eau a atteint 2 mètres de haut et obligé les habitants à se réfugier à l'étage ou à évacuer. 16 h, la décrue a enfin commencé. Certains reviennent sur place ouvrir les maisons, chercher quelques affaires. Vous habitez en fait là? Non, c'est mon ami, j'étais là chercher ce matin à 4h30. Il y avait 1,80 m d'eau. Donc j'étais brûlé sur mon dos. Non, j'en peux plus. Je tourne dans la motion. Je suis à bout. À côté, la propriétaire a été évacuée en barque ce matin. C'est son fils qui vient constater les dégâts. Tous les meubles du rez-de-chaussée sont par terre. On est arrivé tout à l'heure, c'était comme ça, tout était comme ça. De toute façon, tout est foutu, les fauteuils, en frigo. Et dehors, c'est la voiture qui est bonne pour la casse. À l'autre bout de la ville, de l'eau, encore sur la route et dans les jardins. Ici aussi, la rivière Lave tarde à retrouver son lit. Le niveau de la lave était en décembre 99 à 3,31 m. Et là, nous avons battu le record, 3,42 m. Donc 11 cm de plus. Mais moi, je ne chercherai pas à le battre à nouveau. Hein. Non. Pas envie. C'est parti, attention aux oreilles. Alors, toute la journée, ils se sont aidés, amis, famille, voisins, avec toujours un œil vers le ciel. L'alerte orange est maintenue jusque demain 6 h dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Avec vous, on va essayer de mieux comprendre. D'abord, ces pluies sont-elles vraiment exceptionnelles pour un mois de mai? Oui, on peut le dire, David. Dans le nord et le centre, nous avons battu des records. Alors regardez cette carte. Plus c'est bleu, plus les pluies ont été anormalement fortes. On voit que, évidemment, dans le nord et le centre de la France, cela a été copieusement arrosé. Il a plu parfois dans certaines zones jusqu'à 3 ou 4 fois plus que la normale. Et contrairement à certaines idées reçues, on voit qu'il y a une région qui se distingue ici en rouge, en Bretagne. Au contraire, il a fait plutôt sec. Le temps était plutôt sec. Pour le reste, on l'a dit, c'est le déluge. À Paris, par exemple, il a plu l'équivalent d'un mois en 24 heures seulement. Et comme les semaines précédentes étaient déjà très, très humides, mai 2016 devient le mois le plus pluvieux depuis 1873, c'est-à-dire depuis le début des relevés météorologiques. Alors pourquoi? Que se passe-t-il dans le ciel? Faut-il parler de dérèglement? Alors c'est vrai qu'on a une situation un peu inhabituelle. Voici le ciel européen tel qu'il est actuellement. Vous avez une dépression qui est centrée sur le nord de l'Europe et qui ramène de la pluie de l'Allemagne et du Benelux. Cette dépression, elle reste là parce qu'elle est coincée. La dépression, c'est le gros D ici. Elle reste coincée par l'anticyclone qui est centré sur l'océan Atlantique et sur le nord de l'Europe. Alors que d'habitude, cet anticyclone, il est plutôt vers la Méditerranée. Résultat, cela modifie le régime des pluies, mais ça modifie aussi les températures. Si on regarde la carte des masses d'air en Europe, on va voir qu'à l'est et au nord de l'Europe, il fait quand même un peu plus chaud que d'habitude. Quand il fait par exemple 14 degrés seulement à Paris, on va dépasser 25 degrés à Stockholm, c'est beaucoup plus agréable, voire 29 degrés hier à Varsovie. C'est un peu le monde à l'envers. Alors il y a quelques années, on parlait régulièrement de sécheresse en France. Aujourd'hui, on a l'impression qu'une page est tournée, c'est la vérité? Oui, c'est vrai que les modèles climatiques prévoient pour la France un régime un peu plus humide. Regardez cette carte. À l'horizon 2050, on voit que sur la majeure partie du pays, ici en bleu, on devrait recevoir un peu plus de pluie à l'année. Seul le pourtour méditerranéen sera, lui, un régime un peu plus sec. Merci Nicolas. Situation de chaos également en Belgique ou en Allemagne. On l'évoquait hier, comme ici dans le Bade-Württemberg, où l'on fait l'inventaire des dégâts. Les crues ont balayé ces voitures et les ont écrasées contre les murs des
maisons. Le grand nettoyage a commencé. 4 personnes ont donc perdu la vie suite à ces pluies diluviennes. On l'évoquait hier donc. On en vient à la crise sociale. Principale information du jour, la SNCF entre à nouveau dans la grève. Elle commence ce soir cette grève et pour la première fois, elle est reconductible, c'est-à-dire illimitée. Premier point sur le trafic, Magali Boissin, Justine Veil, Vincent Piftou. C'est une grève illimitée qui devrait fortement perturber le trafic SNCF. Alors dès ce soir à la gare de Lyon, les gilets rouges sont très sollicités. Bonsoir, ce sont les horaires pour demain, on a rajouté des trains par Pour ces voyageurs, la journée de travail demain s'annonce compliquée. Non, il n'y en a qu'un. Hein. Ah non, il n'y en a pas de 20h. 5h08, 6h08, 7h08 et 9h23. Après, il n'y en a plus du tout. Après, il n'y en a plus. Du tout. Dans le détail, 6 TGV sur 10 prévus en moyenne et seulement 4 sur 10 dans le sud-est pour rejoindre Lyon ou Marseille par exemple. À l'échelle régionale, prévoyez un TER sur 2, un Intercité sur 3. En Ile-de-France, seuls 4 Transiliens sur 10 rouleront. Le trafic du RER-B sera très affecté avec 3 trains sur 10. En 3 mois, c'est la 8e grève au sein de la SNCF. Car les syndicats, sauf la CFDT, haussent le ton pour peser sur la négociation sur l'organisation du travail. Tous les usagers ne sont pas compréhensifs. Ouais. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci, il y a des revendications qui sont acceptables, mais ça dure, c'est ça le problème. Sinon, je ne comprends pas. Parce qu'il y en a qui ont des conditions pires que ça et qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'avantage. Les trains de nuit, eux, seront tous annulés ce soir. En revanche, le trafic sera normal sur Eurostar. Et pour éteindre cette fronde, le gouvernement, vous le savez, a reculé sur l'essentiel de la réforme des conditions de travail des cheminots. Bonsoir Sophie Brune, vous êtes en direct de la gare de Lyon à Paris. Cette décision, elle fait des remous auprès de la présidence de la SNCF. Oui David, le président de la SNCF aurait même mis sa démission dans la balance pour tenter de s'y opposer. Guillaume Pépi qui négocie cette réforme depuis plusieurs mois et qui comptait dessus pour redonner de la compétitivité à l'entreprise. Mais le gouvernement a fait un choix politique, celui de tenter d'éteindre cette contestation. Il a donc repris la main ce week-end pour négocier en direct un accord avec certains syndicats. Il y a un moment où on ne va pas mobiliser le GIGN pour faire rouler les trains, me disait avec humour évidemment, un conseiller de l'exécutif. Sophie, est-ce que ce recul sur la réforme va suffire ou bien faut-il s'attendre à une grève qui pourrait durer des jours et des jours puisqu'elle est reconductible ? En tout cas, cela suffit pour que la CFDT, très bien représentée chez les conducteurs, renonce à cette grève. Un autre syndicat pourrait peut-être suivre dans les jours qui viennent. Reste évidemment la CGT, le premier syndicat de l'entreprise, et Force ouvrière, des syndicats qui sont aussi mobilisés contre la loi travail, contre la loi El Khomri qui ne concerne pas les cheminots. Difficile donc de savoir aujourd'hui si elles pourront emmener leurs troupes pendant plusieurs jours sur ces thèmes. Merci Sophie. Et en parallèle, les opérations de blocage se poursuivent au coup par coup. Plateformes logistiques, voies d'accès des grandes villes ou centres de retraitement des déchets. Anaïs Barre, Chloé Cormery. Des tas d'ordures. Les salariés du centre de traitement des déchets d'Ivry-sur-Seine bloquent leur site et entrent à leur tour dans la mobilisation. Monsieur Manuel Valls a une conception dévoyée du dialogue social et aujourd'hui, nous, on a décidé de rentrer vraiment dans la danse et de durcir le ton. À Rouen, des pneus et une centaine de syndicalistes coupent la route à l'entrée de la ville. Les camions sont tous à l'arrêt. Lorsqu'on empêche les gens de travailler, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont aucun droit d'empêcher les gens de travailler. Des blocages à répétition, contre lesquels des petits patrons sont venus s'insurger à Fougères en Bretagne. Commerçants, entrepreneurs se sont invités à un meeting organisé par la CGT et interpellent directement Philippe Martinez. Vous bloquez les petites boîtes. Vous savez ce qui va se passer? C'est que le commerce souffre, l'artisanat souffre, les petites boîtes souffrent et elles vont licencier. Si vous saviez ce que c'est dur dans les petites boîtes aujourd'hui, d'accord? C'est pour ça qu'on vous défend. Mais vous ne défendez pas. Mais vous trompez de combat. On est venu dire à la CGT, ras-le-bol. Ras-le-bol de bloquer ce pays. Des manifestations qui se multiplient. À Miramas, dans le sud de la France, des militants CGT ont investi ce matin une plateforme logistique. D'autres actions sont prévues dans les jours qui viennent.
Pendant ce temps, le gouvernement annonce un nouveau geste à destination des enseignants. 1 milliard d'euros par an de revalorisation des carrières. Les salaires vont augmenter à tous les niveaux. Caroline Sins, Dominique Bonnet avec notre bureau à Lyon. Tous les enseignants vont être augmentés progressivement d'ici à 2020, avec un bonus spécial pour ceux qui exercent en zone d'éducation prioritaire. Un moyen de revaloriser le métier et de susciter de nouvelles vocations. Cette augmentation mensuelle brute représentera 86 € pour un professeur de collège en début de carrière, 123 € après 20 ans d'ancienneté et 912 € par mois en fin de carrière dans un quartier difficile. C'est positif, une revalorisation. Après, les montants ne sont pas forcément non plus des montants qui couvrent ce qu'on a pu perdre en pouvoir d'achat ces derniers temps. Et puis 2020, ça me paraît quand même assez loin. Le coût budgétaire va augmenter progressivement, 500 millions d'euros dès 2017 pour atteindre 1 milliard d'euros par an en 2020. Pour certains députés de l'opposition, c'est un cadeau électoral du président. Longtemps, la boussole de François Hollande, il nous le disait, c'était l'inversion de la courbe du chômage. Maintenant, 1 an de l'élection présidentielle, on a tous conscience que la seule boussole de François Hollande, c'est l'élection présidentielle de 2017. Les premières augmentations interviendront dès janvier prochain. Cette revalorisation devrait permettre aux professeurs français, bien moins payés que leurs homologues européens, de rattraper leur retard. Dans l'actualité également, l'annonce surprise d'Anne Hidalgo. Paris va accueillir un camp de réfugiés. Il ouvrira dans les semaines qui viennent pour plusieurs centaines de migrants. Simon Ricotier, Thierry Curtesi d'Enberkous. Des tentes blanches alignées au milieu du désert, comme au camp de Zaatari, en Jordanie. Ou des cabanes en bois, comme à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Verra-t-on bientôt ce type d'installation à Paris? C'est ce que souhaite la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Un campement sur le modèle de celui de Grande-Synthe est capable d'accueillir plusieurs centaines de personnes. Le lieu d'installation n'a pas encore été arrêté, mais le futur camp devrait prendre place dans le nord de Paris, autour des quartiers de La Chapelle et de la gare du Nord. Nous avons identifié plusieurs sites, notamment au nord de Paris, qui nous appartiennent, sur lesquels nous pourrons installer un campement, un hébergement humanitaire. Dans sa conférence de presse, la maire de Paris explique: il y a une situation qui n'est plus acceptable, qui n'est plus tenable. Ce n'est pas digne de laisser ces personnes dans la boue. Comme toutes les installations des Nations Unies, le futur camp parisien devra répondre à des normes précises. Des abris de 3,5 mètres carrés par personne, pas plus de 200 à 250 personnes par point d'eau et pas plus de 20 personnes par sanitaire. Récemment, la mairie de Paris a fait évacuer plusieurs campements illégaux à Stalingrad ou dans ce lycée désaffecté du 19e arrondissement. Des centaines de personnes se sont aussi installées au Jardin des Halles dans le 18e arrondissement dans des conditions de fortune. Elles y sont toujours. Face à ces situations, la mairie de Paris a fait le choix de créer un camp de toutes pièces. Mais pour les députés d'opposition, le projet est voué à l'échec. On va créer une espèce de bidonville où régnera l'insécurité et que l'on devra, dans l'intérêt même des migrants d'ailleurs, par la suite, démanteler. Donc c'est une erreur majeure. Je crois que la solution n'est pas là. Selon la mairie de Paris, une centaine de migrants arrivent chaque jour dans la capitale. La politique, c'est le canard enchaîné qui le révèle. Après vérification de son patrimoine, Emmanuel Macron va devoir payer l'impôt sur la fortune. Le fisc a estimé qu'il avait sous-évalué son patrimoine. Rien d'illégal. Le ministre de l'économie, lui, y voit une tentative de déstabilisation. Hélène Hugues. Un ministre de l'économie qui ne sait pas évaluer son propre patrimoine. Selon des révélations du Canard enchaîné et de Mediapart, Emmanuel Macron aurait sous-estimé la propriété de son épouse au Touquet de quelques 200 000 €. 200 000 € qui changent tout et le rendent du coup redevable de l'impôt sur la fortune, contrairement à ce qu'il disait sur France 2 il y a un peu plus d'1 an. Je ne me considère pas comme riche. J'ai d'ailleurs, comme tous mes collègues, fait à la fois une déclaration de patrimoine et d'intérêt, et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire. À la demande du fisc, Emmanuel Macron a accepté de faire une déclaration rectificative sur 2 ans. Le rattrapage d'impôt devrait être inférieur à 10 000 €. Aujourd'hui, il affirme n'avoir commis aucune irrégularité et dénonce une manipulation politique. Je ne suis dupe de rien, sachez-le. C'est-à-dire le fait que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer
de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser sans doute salir l'action qui est la mienne, je ne suis pas naïf. Donc, bon courage à ceux qui tentent cela, bonne chance. Emmanuel Macron ajoute que cette affaire ne fait que conforter sa détermination à renouveler la vie politique. Et puis cette image de François Hollande et Alain Juppé côte à côte. Le président de la République était à Bordeaux pour l'inauguration de la Cité du Vin et de son monumental cadre. Poignée de main, champagne et quelques sous-entendus aussi. Les hommes sont comme les vins. Avec le temps, les bons s'améliorent, les mauvais s'aigrissent. A glissé par exemple le maire de la ville. À la lisière de la politique et de l'économie, on parle traditionnellement de la lutte des classes. Faut-il y ajouter désormais la lutte des âges ? Une génération, celle de l'après-guerre, qui a grandi avec les 30 Glorieuses, la constitution de patrimoine et de bonnes retraites, quitte à creuser la dette. Et puis celle d'après, qui n'aura connu que la crise et la précarité. Illustration de ce contraste, l'immobilier et ces adultes, ces familles parfois contraintes de plus en plus souvent à revenir habiter chez papa ou maman. C'est l'équipe de l'Angle Écho qui a réalisé cette enquête. Raphaël Chapira, Émilie Queneau. À 35 ans, Carole a dû se faire une raison et retourner vivre chez ses parents. Ici, c'était ma chambre d'adolescente, d'enfance. Et maintenant, c'est redevenu ma chambre. Séparée de son compagnon, avec son SMIC, impossible d'assumer seul un loyer. Une situation classique pour cette génération de trentenaires dont le niveau de vie est inférieur à celui des parents. Son père était ouvrier, sa mère infirmière, même modeste. Eux n'avaient aucun mal à payer leur loyer. Et je crois qu'en euros, ça devait faire 150 €. Putain, c'est rien, 150 €. Non, à l'époque, ça n'empiétait pas ton salaire de grand-chose. Tu pouvais sortir, tu pouvais aller au restaurant, tu pouvais t'habiller, il n'y avait pas de problème. Ça me fait un peu de peine pour elle, c'est tout. Qu'elle ne soit pas autonome quand nous, on était à son âge. Et quand Carole part travailler, c'est son frère aîné qui occupe l'espace. Julien habite tout près de chez ses parents, dans un appartement de location, 85 mètres carrés, trop petit pour ses 4 enfants. Alors la famille passe une partie des week-ends chez les grands-parents. Ici, on peut sortir quand on veut. Il y a un grand jardin, il y a juste un petit balcon. On peut faire de la trottinette. On a la place. Au lieu de à la maison, on peut pas aller